de retour au Paris Zéro Carbone, un événement organisé par la Tribune, la Ville de Paris et France Urbaine. Nous sommes sur la fabrique de la ville en transition, post-Covid, même si on est dans le Omicron. Donc tout ça pour dire que nous sommes sur le grand chantier de l'efficacité énergétique avec Aurélie Godillère, présidente d'Enerlis. Bonsoir. 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 Gabriel Franc, directeur général du groupe Franc Architecture. Bonsoir César. Et Magali Sardona, présidente de la commission RSE de l'Association des directeurs immobiliers. Bonsoir. Dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone qui vise donc la neutralité carbone en 2050, on a beaucoup parlé de cette SNBC depuis ce matin. Les mobilités et le bâtiment, qui sont les premiers postes des émissions de gaz à effet de serre, sont concernés au premier chef. Aurélie Godillère, présidente d'Enerlis, avec vous, on va rentrer de plein pied dans le sujet. Est-ce que les villes sont prêtes à relever ce double défi? Alors oui, elles sont prêtes. En tout cas, elles ont pris conscience que le défi que représente la décarbonation de leur territoire, mais bon, l'atteinte de la neutralité carbone reste quand même extrêmement complexe pour elles parce qu'il faut agir sur... ça la suppose d'agir sur différents leviers, tels que les solutions de mobilité, la rénovation énergétique de leur patrimoine immobilier, la diminution de leur impact environnemental, l'installation, la création de nouveaux bâtiments et leur installation. Ça suppose aussi de se projeter sur du très long terme, 10, 15 ans, 20 ans, pas forcément compatible avec un mandat. Un mandat de 6 ans, oui, c'est compliqué. Exactement, parce que pour mesurer les impacts, de toute façon, il faut quand même se projeter. Cela suppose de d'envisager de manière globale, pas seulement l'efficacité énergétique, mais aussi donc le bilan carbone, la neutralité carbone au global. Et ça suppose aussi de simplifier les outils juridiques et financiers à leur disposition qui manquent de visibilité. Il faut un peu de pragmatisme, je pense, et c'est ce qui manque un peu. Ce qu'on voit, nous, tous les jours, quand on est face aux villes. Alors, je ne parle pas évidemment des grosses villes. Le manque d'ingénierie et de moyens. En ingénierie et de moyens, de savoir... moi, je vois que je vais dans certaines villes, des petites villes, ils ont découvert le décret tertiaire il y a 3-4 mois, vous voyez, parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils avaient des bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Donc, ça, c'est le quotidien et c'est ce qu'on voit tous les jours. Donc, il y a quand même une nécessité d'avoir une visibilité sur ces outils juridiques et financiers. Je sais que nous, on y travaille beaucoup avec la Banque des Territoires, qui est la Caisse des dépôts. Qui est la Caisse des dépôts et qui est sur des offres qui sont un peu calées sur finalement le décret tertiaire, qui est le gros enjeu pour les villes en matière d'efficacité énergétique et de neutralité carbone. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure du décret tertiaire. Je souriais tout à l'heure parce que quand on préparait cette table ronde, Gabriel Franc me disait la même chose. Ah oui? Beaucoup découvrent le décret tertiaire. Oui, c'est vrai, le décret tertiaire dans certaines villes, petites villes, il est découvert en disant ah, ça s'applique à des bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. On a vu aussi la même chose avec la loi énergie-climat donnant l'obligation d'avoir des toitures qui sont soit photovoltaïques, soit, pour faire simple, avec des espaces verts. Et dans des mairies où ils nous disaient vous n'avez pas besoin d'en mettre. Bah si, justement, il y a quand même une loi qui est parue en décembre 2019. Et ça, c'est un enjeu de communication. Plus généralement, concernant le bâtiment, le spectre du bâtiment bas carbone, il ne faut pas oublier, je le répète aussi souvent, que c'est envisager le bâtiment dans tout son cycle de vie, depuis le matériau qui est importé de Chine, le transport, la construction, l'exploitation et Tout va bien. Je teste. Tout va pour bien. La prochaine table ronde. C'est vous qui en faites les frais, désolé. J'assume. Et jusqu'à la démolition du bâtiment. Donc il faut bien imaginer que la question de bas carbone pour un bâtiment, il s'apprécie à l'échelle de son cycle de vie et de construction. Et d'ailleurs, dans la construction, on peut dire, on constate qu'il y a à peu près 50% de ces efforts qui doivent porter sur les matériaux purs de construction. Et je le dis souvent, il y a un point qui est aujourd'hui encore pas assez déployé, recherché, qui concerne le béton, par exemple, parce qu'on nous parle de solutions alternatives qui sont évidemment... Le béton bas carbone, c'est une fausse bonne idée? Tout le monde en parle en ce moment. Alors le béton bas carbone, c'est bien parce que ça noie pas mal de choses.
Le béton bas carbone, on va vous expliquer que c'est d'avoir une cimenterie qui est juste à côté du chantier. On nous explique que c'est recycler du béton concassé pour servir de sous-couche de voirie. Et puis, il y en a quelques-uns de cimentiers, puisque dans le béton, c'est du ciment principalement, qui rentrent seulement dans une démarche qui porte ses fruits de décarboner le ciment, parce que sans être trop technique, mais c'est aussi intéressant, dans le béton, c'est 50% de la masse carbone provient du ciment qui est chauffé à plus de 1400 degrés, le clinker exactement. Clinker, ouais. Et quand vous le chauffez, c'est les matériaux de combustion qui dégagent du carbone. Ça, c'est à peu près 40%. Et les 60 autres %, c'est justement l'effet de chauffe sur le calcaire qui va lui dégager du carbone, puisqu'on le compare à du gaz effet de serre. Et c'est sur ces deux points-là qu'il y a un travail de recherche et développement qui est à faire. Mais il est en cours, a priori. Oui, il était temps, parce que quand vous regardez, si on revient sur un effet masse, le béton bas carbone aujourd'hui, il est à peu près 10-20% moins élevé en masse carbone que du béton classique, ce qui est quand même pas beaucoup. Donc, il y a un effort très important à fournir sur comment limiter les impacts carbone dans la fabrication du béton. C'est bien effectivement de penser à des alternatives de construction bois, mais on ne peut pas tout faire en bois. Très bien. Magali Saint-Dolin, on ne peut pas tout faire en bois, on ne peut pas tout faire en béton bas carbone, mais la plupart de la ville, elle existe déjà. Donc est-ce que l'association des directeurs immobiliers que vous représentez est prête à relever le défi, les nombreux défis soulevés par la stratégie nationale bas carbone, ou est en ordre de marche, à défaut? Déjà, donc je reprends. Donc la ville effectivement existe déjà et la majorité des bâtiments existent déjà. Il faut savoir que le neuf, c'est au mieux 1% du parc tous les ans. Donc ça veut dire que dans une hypothèse totalement théorique, renouveler tout le parc, et on ne renouvelle jamais tout le parc, ça me prend 100 ans. Déjà, il y a peu de bâtiments qui vivent 100 ans. Donc c'est purement théorique. Donc, effectivement, les bâtiments existent. Donc, déjà, une idée pour diminuer leur impact, c'est d'utiliser les bâtiments qui existent et pas démolir ou reconstruire. Donc, restructurer, réfléchir à comment on peut réutiliser, quitte à les modifier lourdement, comment on peut réutiliser des bâtiments. Après, dans la vie d'un bâtiment, effectivement, la construction pèse un certain poids, mais l'exploitation, la vie du bâtiment et sa consommation d'énergie tout au long de sa vie, elle pèse aussi énormément lourd. Donc il faut aussi s'acharner à réduire les consommations et tous les impacts énergétiques d'un bâtiment existant. Et par contre, je rebondis aussi sur ce qu'a dit un autre intervenant, le décret tertiaire est méconnu, et pas que par les petites collectivités, par aussi beaucoup de petits acteurs du tertiaire. Justement, le décret tertiaire, il va contraindre tous les propriétaires, bailleurs et occupants de bâtiments tertiaires privés et publics de plus de 1000 m², on pourrait dire que c'est rien, c'est beaucoup, à réduire leur consommation d'énergie sur la base de celle de 2010, moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour y arriver? Alors, c'est très ambitieux et 1000 m², ça peut être 1000 m² cumulés sur un immeuble. Donc, une petite profession libérale peut imaginer qu'elle n'est pas assujettie, mais elle est dans un ensemble immobilier où son petit 200 m² ou 50 m², il est dans un immeuble où la partie tertiaire fait plus de 1000 m², donc il est assujetti. Et ça, c'est la grande difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il y a des gestes immédiats avec des temps de retour courts. C'est déjà commencer à bien régler les installations. Donc, ça veut dire penser, ça peut paraître idiot, mais
c'est pas encore fait partout. Couper la lumière la nuit, couper le chauffage, ou en tout cas réduire le chauffage ou la climatisation la nuit, à l'aide d'une bête horloge. Il n'y a pas forcément de choses très coûteuses pour le faire. Et ça, c'est des temps de retour quasi immédiats. Ça peut être des aussi petits éco-gestes. ces petits éco-gestes qui ne sont pas faits partout, et notamment dans un certain nombre de bâtiments publics comme les écoles, qui sont quand même occupés, quand on compte les vacances scolaires et tout, ça fait 30% du temps. C'est énorme quand on fait le calcul. Mais déjà, mettre en place ces gestes, on a un gain énorme. Après, il y a aussi une autre action qui a un temps de retour très court, c'est de mobiliser les occupants. C'est de dire, vous, occupants, vous êtes aussi responsables des consommations énergétiques des immeubles. Donc, pensez à mettre en veille ou couper vos ordinateurs, choisissez des équipements peu consommateurs d'énergie, pensez à éteindre la lumière si ce n'est pas automatisé, admettez que vous puissiez avoir un petit peu plus froid que les 23 à 24 degrés qui vous sont très confortables, tolérer un peu la chaleur l'été, etc. Ce n'est pas le boulot le plus facile, mais c'est celui qui rapporte très rapidement avec un temps de retour court. Et enfin, il y a les travaux lourds. Il ne faut pas oublier que le décret tertiaire, pendant longtemps, s'est appelé le décret travaux, parce que le législateur n'avait envisagé que les travaux. Les travaux, c'est refaire l'isolation, c'est changer les équipements de chauffage par des choses plus performantes, etc. Ça peut se faire que dans le cycle de vie de l'immeuble. On ne peut pas décréter qu'on va faire demain des travaux si on a un immeuble neuf, récent ou qui a été récemment restructuré. On ne va pas demain refaire la toiture. Il faut attendre les opérations de ravalement ou ce genre de choses. Et voilà, elles se feront naturellement dans la vie de l'immeuble. Il faut juste tirer parti de ces travaux au bon moment pour faire de l'efficacité énergétique. Et je rajouterai encore une fois l'impact des occupants. Il faut savoir que sans les occupants, on ne fera pas vraiment de bonnes performances, parce qu'ils ils peuvent ruiner tout un tas d'efforts. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait un merveilleux immeuble très performant. Si les occupants ne sont pas convaincus qu'il faut faire des économies d'énergie et raisonnables sur leurs besoins, ça peut ruiner complètement l'efficacité d'un immeuble. Et on le voit sur tous les immeubles récents. Aurélie Godillard, quel est votre... merci Magali Sardana. Aurélie Godillard, quelles sont vos préconisations? Quel est votre mode d'emploi, vous, justement, quand vous êtes sollicité pour réduire les consommations énergétiques? Nous, on a 3 points. C'est mesurer, intervenir, donc faire réduire et compenser ce qui ne pourra pas être réduit. Donc c'est un peu le mode opératoire. Donc quand on dit mesurer, c'est évidemment passer par un audit ou un diagnostic, savoir ce qu'on dépense. C'est comme quand on veut maigrir. Bon, au départ, on commence par se peser. Et ensuite, on dit, bon, on sait à peu près qu'il ne faut pas manger, mais après, il faut quand même un mode opératoire. Donc on explique et on donne. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu le décret tertiaire. Et on préconise les travaux. On va donner le plan de financement pour diminuer le reste à charge au maximum, parce que c'est finalement ça aussi le nerf de la guerre. J'ai quelques chiffres là. Par exemple, le parc immobilier tertiaire, c'est 973 millions de mètres carrés. Vous confirmez, Magali? Oui, c'est à peu près ça. Dont 60% de bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Oui, c'est même un petit peu plus, puisque c'est la première fois qu'un texte législatif et réglementaire touche autant de bâtiments. Voilà, parce que ça fait... C'est même plutôt 65% que 60%. Ouais, parce que j'avais 600 000 bâtiments, ça fait 600 000 bâtiments sur l'ensemble du tertiaire finalement. Et l'immobilier donc tertiaire des collectivités, c'est 280 millions de mètres carrés, donc 225 000 bâtiments. Donc vous voyez, quand je rejoins un peu ce que disait Magali, parce que c'est un peu le même mode opératoire, mais je pense qu'il faut de toute façon mesurer en préambule. Pour après avoir une stratégie, comme je vous disais, sur du long terme. Et accompagner, là je parle pour le tertiaire, enfin pour le public, sur la bonne procédure et être compliant évidemment au marché public, mais surtout parce que vous avez les marchés globaux de performance, vous avez des accords cadres, alors vous avez aussi la possibilité de faire peut-être des CM, vous avez la possibilité de faire des SASLT, enfin tout ça est c'est comme les aides à la rénovation chez les particuliers. Plus les aides, alors vous allez avoir. Donc, il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça et donner une ligne de conduite. Voilà comment nous, on intervient. Pardon. Je voulais juste compléter par un chiffre. L'immobilier de l'État,
donc Oui. concentré ou déconcentré, mais pas les collectivités locales. C'est 100 millions de mètres carrés. 100 millions de C'est mètres carrés. colossal. Colossal. Et donc, pour rebondir, en tout cas sur ces chiffres, c'est un investissement sur 30 ans, donc jusqu'à 2050. Investissement dû au décret tertiaire, on serait sur 43 milliards d'euros, et qui générerait sur 30 ans 62 milliards d'économies. Donc, bon, j'ai envie de dire, allons-y. Allons-y. Je rebondis sur ce que vous dites, Hein effectivement, les économies, parce que c'est aussi le décret tertiaire fait pour que les entreprises, alors que ce soit d'ailleurs bailleurs, propriétaires, preneurs, tout, il y a cette répartition entre à qui est la charge de travaux, c'est aussi quelque chose qui doit être bien communiqué, bien appréhendé, mais en tous les cas, l'investissement qui est fait, notamment dans des organes de rafraîchissement, de chauffage, de climatisation, il se retrouve pour celui qui l'exploite sur sa facture. Donc il y a un côté, il y a l'investissement effectivement de responsabilité environnementale qui est tout à fait normal, mais il y a cet investissement qui est purement financier et sur lequel nous, en tout cas en tant qu'architectes prescripteurs, on a un certain levier pour le faire valoir. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez en matière d'usage. Il n'y a rien de plus dramatique aussi pour un architecte de faire un bâtiment passif et puis de voir limite dans une salle de réunion 2 halogènes. Vous dites, ah non, au secours, quoi. Comment vous pouvez donc pour arriver à contrer, alors j'exagère un peu, mais pas loin, pour arriver à contrer, il y a effectivement ce qu'on appelle des chartes d'utilisation qui font que chaque personne qui va travailler, chaque utilisateur, que ce soit une personne physique ou des C'est vous qui les définissez ou c'est les preneurs? on le fait. En tout cas, on participe souvent avec les promoteurs à établir cette charte. On participe aussi souvent, on force à ce qu'il y ait, alors dans des bâtiments neufs, mais aussi dans des grosses rénovations, des systèmes de monitoring. Le côté est un peu ludique, mais au moins, quand vous voyez ce que vous êtes en train de dépenser en énergie, en équivalent kilowatts mètre carré, vous prenez un peu conscience que finalement, c'est comme de façon domestique, le tri que vous pouvez faire chez vous, c'est le petit geste qui finalement a un effet important. Et bien là, c'est un peu la même chose. Et cet aspect ludique et pratique, il ne faut pas oublier de l'avoir. On se rend bien compte que les politiques RSE, justement, elles sont indispensables dans tous ces bâtiments, dans toutes ces sociétés, justement, pour pouvoir appliquer et être sur les usages. Pour le vivre au quotidien, la plupart des occupants, ça ne les fait pas rêver l'énergie. Il faut que ce soit ludique, alors faut que... Même ludique, ça les fait pas, ça les amuse pas en fait. Et il est très très difficile de le faire en continu. En fait, il vaut mieux le faire en discontinu parce que sinon ils se lassent. Et au bout d'un moment, ils ne regardent plus les chiffres, les consommations. Ça... Donc il vaut mieux essayer de faire des événements pour les titiller un peu l'intérêt. Quel genre d'événement? Comme le nôtre. Écoutez, il y a déjà la sensibilisation de base qui peut être faite. Je vais faire de la pub, notamment avec la fresque pour le climat, mais il y a d'autres outils déjà pour faire prendre conscience de l'urgence à agir. Et après, on peut faire des animations dans le cadre de la semaine de l'efficacité énergétique, à la mise en route du chauffage, à la mise en route de la climatisation. En fait, il faut trouver des trucs et astuces. Et j'ai pas encore la recette miracle. Hein. Il faut savoir se renouveler beaucoup et changer beaucoup de méthodes. Vous baissez le chauffage, c'est celui qui aura le plus beau pull. Enfin, vous voyez, comme vous avez baissé le chauffage, enfin des choses comme ça qui sont assez rigolotes. Ah d'accord, c'est pas seulement le concours du plus moche pull de Noël, il faut. Voilà, exactement. Mais en même temps, vous avez baissé le chauffage, donc tout le monde apporte son plus moche pull. Enfin bon, c'est le plus beau ou le plus moche, mais un pull. Un pull quoi. Et... Est-ce que, mais quand même, Gabriel, au quotidien, vous sentez une demande croissante de saisir de cet enjeu? Parce que voilà, Non, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, il nous arrive assez souvent aujourd'hui de visiter et travailler sur des bâtiments qui doivent être réhabilités, mais plutôt parce qu'on a des clients, utilisateurs, promoteurs, investisseurs qui se disent que le prix du foncier étant ce qu'il est, mieux vaut réinvestir, améliorer les immeubles qu'ils ont, leurs actifs, mais
c'est effectivement, ils n'ont pas, encore ce matin, j'ai expliqué à un client, il me dit décret tertiaire, ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est pour le neuf. Ah bah non, c'est juste l'inverse. Et ça, cette remarque, on l'a assez souvent. Et la RE 2020, c'est pour l'existant. Oui, et la RE 2020, On d'ailleurs, en parlait juste avant. elle s'applique pas encore au bureau, par exemple. Donc il y a un trouble qui fait que, je ne sais pas si c'est une mauvaise communication, mais on le retrouve assez fréquemment. Et les personnes sont vraiment étonnées de dire, mais c'est pas demain, c'est maintenant que vous devez déjà planifier ces travaux. Vous Il y a pas avez assez l'air de de dire que si, c'est une mauvaise communication. Ah, non, il n'y a pas une bonne communication, c'est évident, puisque quand vous n'avez pas un service chez vous qui s'occupe, qui a une veille réglementaire, vous ne pouvez pas le savoir. Non, c'est évident. Non, c'est très Les problématique. associations professionnelles comme la Donc les vôtre, associations Magali. professionnelles font ce qu'elles peuvent. Ce qu'elles peuvent, Le mais- problème, c'est que tout le monde n'adhère pas à une association professionnelle. Et je reviens à mes petites professions libérales Oui. en province. les petites mairies. Ceux-là, ou les petites mairies, ceux-là, on a même un collège ou une école. Ouais. Enfin, comment ils s'organisent? Et quand on voit en plus l'application du décret tertiaire, moi, je me demande sincèrement comment un directeur ou une directrice d'école va réussir à appliquer le décret tertiaire, même avec le service technique de la mairie qui peut être réduit à 1 ou 2 personnes, voire personne. Ça va être très compliqué. Alors, moi, qui va j'ai payer, suggéré qu'on mette en jeu aussi les chambres de commerce et d'industrie locales qui peuvent relayer des messages, qui peuvent aider, voilà, il y a les points énergie aussi. Mais malgré tout, ça va être très difficile de toucher tout le monde parce que, encore une fois, 65% du parc tertiaire, on touche à du grand public quasiment. Enfin, je veux dire, on n'est plus que dans un milieu professionnel bien identifié, comme pour la RE 2020, parce que la RE 2020, on sait à peu près à qui on s'adresse. Là, on s'adresse à tout le monde, potentiellement. Et je vous posais la question quand on préparait cette table ronde, qui va payer la facture? Entre le cabinet d'avocat, le cabinet médical, le cabinet d'avocat, C'est la grande difficulté. et les collectivités aussi qui voient leur dotation baisser. C'est la grande difficulté parce qu'aujourd'hui, le décret et ses arrêtés laissent chacun se débrouiller. En fait, il renvoie au bail, ce qui, en tant que professionnel de l'immobilier, me va plutôt bien, parce qu'on ne va pas rajouter des choses ou créer des choses qui seraient complètement en quadrature avec le bail. Le bail, c'est quand même le document qui gère la relation propriétaire-locataire, donc bon, c'est plutôt bien. Mais du coup, ça ne résout pas non plus le problème. Donc effectivement, chacun doit, d'après le décret, est assujetti à hauteur en fait des consommations pour lesquelles il est responsable. Donc juste quelques cas illustratifs. Un grand immeuble tertiaire avec un locataire. Bon ben là ça va aller très vite. C'est le locataire qui en général a les contrats d'énergie, c'est lui qui paye les factures, donc c'est lui qui va faire le plan d'action, etc. Puis il va se retourner vers son propriétaire pour ce qui concerne le clos couvert, parce que ça, c'est plutôt la responsabilité du propriétaire. Rappelez-nous ce que c'est le clos et le couvert. Le clos et couvert, c'est la toiture, les murs, les façades, les ouvrants, etc. Et la structure du bâtiment lui-même. Le propriétaire, il va dire oui, mais il va refacturer au locataire. Parce que de toute façon, il ne peut pas non plus inventer de l'argent qu'il n'a pas. Donc la difficulté, c'est vraiment de trouver qui va payer et de trouver les ressources. Alors, ce que je disais tout à l'heure sur le cycle de vie, pour ce genre de bâtiment, effectivement, c'est des gens qui gèrent correctement leur portefeuille, aussi bien bailleurs que preneurs. Donc, au bout de 15 ans, ils vont se dire « Ok, il faut que je fasse quelque chose sur la toiture, il faut que je fasse quelque chose sur les murs. Et donc, dans ce cas-là, je vais faire de la performance. Et ça ne me coûtera pas beaucoup plus cher, finalement, que de faire comme d'habitude. » Par contre, autre cas de figure complètement à l'opposé, un petit immeuble, mais qui fait plus de 1000 m², avec du multilocataire, donc effectivement un notaire, un avocat, un médecin, peu importe, des gens qui font du tertiaire, un bureau d'études, un architecte, ben là ça va être très compliqué. Parce que les parties communes, s'il y a des parties communes, c'est plutôt le propriétaire. Et les parties privatives, c'est les locataires. Mais les locataires, ils ont finalement, en général, peu de levier. Parce que le chauffage, c'est dans les parties communes. La climatisation, s'il y en a aussi, etc. Donc ça va être très compliqué. Et il y a un autre facteur qui complique encore la chose, désolé, c'est que
celui qui bénéficie directement des gains d'énergie n'est pas forcément celui qui paye. Oui. Donc le retour sur investissement, Oui. difficile. En une minute, Aurélie Gaudière, une note d'optimisme sur ce sujet pour relever le défi? Moi, je pense que tout le monde est prêt de toute façon à le relever. Quand je vois en tout cas toutes les collectivités, elles se préparent à l'échéance 2022 du décret et elles se projettent sur 2030. Donc quand je vous dis 62 milliards d'économies jusqu'à 2050, je pense que c'est un beau challenge et on ne peut que se diriger. Et je pense qu'il faut quand même cette vision globale. On regarde le décret tertiaire, mais il faut aussi avoir cette vision neutralité carbone au global. Donc avec ces solutions de mobilité, les ENR, Les énergies renouvelables. les énergies, enfin la décarbonation et la neutralité carbone. Voilà. Gabriel Franc. Je partage cet avis. C'est effectivement une accumulation de réglementations, de décrets. On parle de la RE 2020, du décret tertiaire, de débats publics qui se font autour de ce sujet, ce qui fait que c'est une vraie prise de conscience avec des échéances qui sont quand même assez raisonnables. Il va peut-être y avoir un retard à l'allumage, mais c'est une réalité à laquelle aujourd'hui on ne peut pas échapper et qui est aussi dans la mentalité pour le coup de tous les professionnels. Et comme s'agissant de travaux, on fait intervenir des sociétés du BTP, de bureaux d'études, d'architectes qui, eux, sont au courant et qui, forcément, vont relayer le message. Peut-être pas aussi rapidement que ça aurait pu être fait par les pouvoirs publics, qui d'ailleurs, eux, peuvent faire aussi des efforts d'exemplarité que derrière, les propriétaires privés utilisateurs pourront suivre. Merci à vous deux. Merci Gabriel. Merci. Merci César. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ici dans la salle et sur la tribune.fr toute cet après-midi et toute la journée. Merci.